Dans les formations que je donne régulièrement auprès des architectes pour les aider à utiliser l'IA au quotidien et gagner du temps, il y a une question qui revient souvent, c'est comment on utilise les données de nos agences, de nos projets, pour faire que ChatGPT nous génère quelque chose qui soit plus adapté à notre cas et qu'on n'ait pas besoin de tout lui redire. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est particulièrement important parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais l'IA n'est pas magique et en fait, il y a quelque chose qui est très important avec l'IA, c'est avoir des données structurées, accessibles et plus ta donnée sera de bonne qualité, plus le résultat sera de bonne qualité. Et comment on fait ça pratiquement? Est-ce que c'est des tableaux Excel répartis sur le serveur? Est-ce que c'est de structurer correctement les dossiers sur son serveur de fichiers? Alors moi, je vais te proposer une solution qui pour moi est une solution, très intéressante, qui est de créer une base de données simple, hein. C'est pas quelque chose de très technique, mais qui rassemble toutes les informations, essentielles sur ton agence, sur tes projets, sur les intervenants, éventuellement les comptes rendus de réunion associés à chaque projet. En fait, c'est très libre ce que tu peux mettre dedans, mais, une fois que tu auras saisi les données dans cet outil que je vais te montrer, en fait, tout sera facilement accessible. Tu pourras faire notamment des notices à partir de ça. Tu pourras même créer ton site internet à partir de ça. Et surtout, tu vas pouvoir créer un canal de communication direct entre cet outil et ChatGPT. Moi, c'est Sébastien, je suis architecte et passionné de l'utilisation de l'IA dans le domaine de l'architecture. Donc, si tu es architecte et tu voudrais gagner du temps en utilisant l'IA et l'automatisation, tu es sur la bonne chaîne. Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne, comme ça, tu seras tenu au courant de mes nouvelles vidéos. Maintenant, sans plus attendre, on passe sur mon écran et je vais te montrer comment créer une base de données Airtable qui va te permettre de stocker toutes les informations utiles sur ton agence et sur tes projets et de te connecter à l'IA. Donc c'est parti, là on est sur Airtable. Donc Airtable, c'est un logiciel de base de données. Alors ça peut te paraître un bien grand mot, une base de données, et te faire peur, mais je pense qu'il faut juste ne pas avoir peur et être un peu pragmatique. C'est quoi une base de données? Déjà, commençons par ça. En fait, une base de données, c'est une manière de structurer les données, donc les informations, d'une manière efficace, de manière à pouvoir récupérer l'information et surtout être sûr que l'information est en un seul endroit et bien structurée. Par exemple, je te donne un exemple, si ton projet il a été créé à telle date, l'information de la date de création du projet, il y a une colonne qui va être dédiée à ça, qui aura le bon format qui est le format date, et voilà, il y aura une ligne qui correspondra à un projet avec une propriété qui réside dans une colonne au format date. Et par rapport à un Excel, en quoi c'est différent? En fait, Excel, c'est un tableau infini, comme tu sais, on peut créer des colonnes, des lignes comme on veut, avec des cellules, et dans les cellules, on met des données. Sauf que, en fait, on met ce qu'on veut dans les cellules. C'est-à-dire, dans une colonne donnée, je peux mettre une date, après je peux mettre un texte, je peux mettre ce que je veux. Dans une base de données, c'est pas comme ça que ça marche. Dans une base de données, on définit à l'avance, dans chaque colonne, ce qu'on va mettre, en fait. Quel type de données on va mettre. Et ça permet que la donnée soit, entre guillemets, propre. C'est-à-dire que pour un système comme une IA ou même comme un site internet, par exemple, du coup, on a toujours le même type de données. Si j'ai une date dans une colonne, j'aurai toujours des dates. Et ça crée quelque chose de très prévisible qui permet aux ordinateurs d'utiliser la donnée, ce qui n'est pas vraiment possible dans les Excel. Dans les Excel, tous les Excel sont différents. Il y a beaucoup d'Excel avec des éléments de présentation qui sont mélangés avec de la donnée. Et ça rend très difficile à l'IA et même à ChatGPT de comprendre. Alors maintenant, rentrons dans la pratique. On va commencer par un cas, une première table qui va s'appeler projet. Alors c'est quoi les tables? En fait, les tables, c'est un petit peu comme les onglets dans Excel. Mais sauf que là, pareil, c'est plus structuré dans le sens où, en fait, il faut imaginer plutôt ça comme quelle catégorie d'informations je veux stocker. Donc, si je parle de projet, ça, c'est la catégorie projet. Dans cette table, j'aurai que ce qui concerne les projets. Après, si je veux parler, je sais pas, d'endroits où j'ai fait ces projets, donc de lieux, de villes par exemple, du coup, je vais créer une autre table qui stockera toutes les villes dans lesquelles j'ai fait des projets. Et ces deux tables vont pouvoir être mises en relation d'une manière, pareil, qui va beaucoup plus loin qu'Excel. Dans Excel, on peut faire des relations entre des onglets, mais ces relations sont entre guillemets fragiles et aussi, elles sont pas forcément dans les deux sens. Mais on va voir ça plus pratiquement sur un exemple. Donc, imagine que tu as un projet maison à la mer. Bon, les noms vont être un peu théoriques, mais on va faire, mais tu vas bien comprendre.
Donc par défaut, quand tu crées une table dans Airtable, il y a des colonnes par défaut. Moi personnellement, je suis pas un fan parce que, par exemple, cette colonne, je l'utilise rarement, donc je les supprime, mais sache que ces colonnes, existent et là, en l'occurrence, la colonne statut, donc en anglais status, mais on va pouvoir renommer, elle est utile parce que, on va pouvoir, par exemple, dire: «Est-ce que le projet est archivé? Est-ce que le projet est en cours?» ou est-ce que le projet est construit, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose d'assez courant. Tu as sûrement un tableau Excel qui liste ça. Tu as sûrement un site internet qui utilise ça. Et sache que, d'ailleurs, si ça t'intéresse, c'est très facile, très possible de partir de cette base de données Airtable et d'aller avoir un site internet qui utilise exactement cette information. Donc l'avantage aussi, c'est que en fait, en récoltant les données pour ton site internet, pour la communication, tu vas également pouvoir l'utiliser pour l'IA et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, la note, je vais plutôt renommer comme description. Alors là, on a quel type de champ actuellement? On va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est ces types de champs. En fait, bon, mon interface est en anglais, mais je vais te le traduire au fil de l'eau. Toi, tu peux mettre l'interface en français également. Moi, je préfère en anglais, mais tu fais comme tu veux. Alors, en fait, on a des types de champs. Donc, les types de champs, c'est comment la donnée, c'est quel type de données en fait? Est-ce que c'est du texte long ou du texte court? Typiquement, le nom d'un projet, c'est plutôt un texte court, ou une description, c'est plutôt un texte long. C'est un texte qui peut être relativement long. Une date, bah, c'est une date structurée. Tu vas voir, il y aura un petit calendrier qui te permettra de choisir la date. Comme ça, elle sera bien en bon format. Pareil, le numéro de téléphone. Alors, sur Excel, les numéros de téléphone, il y a des formats, il y a tout type de format parce que c'est quelque chose qui est assez formaté de manière un peu souple suivant les pays. C'est très normé, mais il y a beaucoup de normes et du coup, bah, forcément, on se trompe. Il y a les liens, il y a les nombres, etc. Si tu parles d'argent, bah, il y a les currency, donc la monnaie, les pourcentages, etc. Tout est listé avec les principaux champs utiles. Et tu vas voir qu'il y a même des champs pour stocker des images et des fichiers. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de plus par rapport à Excel. Alors là, on a la maison à la mer. Donc, bah, comme dans mon exemple, on va créer une table qui correspond à la liste des villes dans lesquelles on a déjà travaillé. Alors, pour créer une table, tu as différentes options. Moi, je préfère démarrer depuis rien parce que je suis habitué et au moins, c'est assez simple, en fait, tu vas voir. Donc là, pareil, il y a toujours ces champs de démarrage que moi, personnellement, je suis pas fan, mais c'est pas grave, je les supprime rapidement. Et là, tu vois qu'il y a je garde quand même la première colonne qui est le nom. En fait, il y a une colonne obligatoire qui est la colonne qui va servir à identifier les données. Donc, par exemple, le nom du projet, bah, c'est typiquement cette colonne-là qu'on va utiliser pour identifier le projet. Et pareil pour les villes, bah, ça va être le nom du coup de la ville, en fait. Donc là, les villes, j'ai le choix de rentrer à la main les villes dans lesquelles j'ai travaillé. Par exemple, je peux rentrer Paris ici. Personnellement, je vais mettre peut-être Brest, je vais mettre peut-être Marseille, voilà, quelques villes où j'ai pu travailler. Ça, c'est une manière de faire. Et après, quand tu es dans les projets, comment on relie les deux, le projet et la ville? Bah, en fait, tu crées une autre table, mais qui est une table de relation. Donc, tu vois, c'est un lien vers un autre enregistrement. Et là, tu as le choix dans les autres tables. Donc là, du coup, on va mettre ville. Donc là, ce ville, c'est pas la ville en soi, c'est la ville dans lequel tu as construit tes projets en fait. Bon, ça c'est une petite étape qu'on va passer. Et là, du coup, tu as un accès à toutes les villes bah, que tu as déjà créées. Donc là, je vais dire que c'est Paris. Alors là, tu vois, c'est un champ multiple. Ça peut se régler, tu vois. Théoriquement, un projet, il est que dans une seule ville, donc ça n'a pas de sens de faire un champ multiple, mais du coup, on va l'enlever. Voilà, bon, il y a des petites informations comme ça, mais tu n'as pas besoin de rentrer trop dans le détail. Mais une autre manière de faire, c'est, mettons que tu as construit une maison dans une autre ville encore, on va dire Nantes, immeuble de logement à Nantes. Donc là, bah, j'ai pas créé Nantes. Bah, c'est pas grave, je le fais comme ça. Et du coup, je vais pouvoir créer Nantes directement sans m'interrompre. Donc tu vois qu'il y a aussi une interface qui est assez pratique pour ça, en fait. Euh, donc ça, j'ai la liste de mes projets, la description, tout ça, le statut. Donc mettons que celui-là, il est en cours et celui-là, il est construit. Alors après, une autre chose qui est intéressante, c'est que il y a cette notion de vue. En fait, dans Excel, quand tu as ton tableau, et voilà, c'est un tableau, et ben là, ça va plus loin. En fait, tu peux créer des visualisations différentes de tes projets. Par exemple, imagine, tu veux une galerie de tes projets.
Bah voilà, là j'ai une galerie de mes projets. Alors tu vas me dire, c'est pas forcément joli. Là d'ailleurs, j'ai un enregistrement qui est un peu bizarre. En fait, c'est celui-là qui est vide. Je vais le supprimer. Mais tu vois, c'est pas forcément joli. J'ai le label du champ, j'ai des champs vides, etc. Mais en fait, ça peut se customiser. Donc tu peux customiser, enfin personnaliser l'affichage. Par exemple, là, mettons que tu veux voir que la ville et la description, bah voilà, on veut pas la voir forcément. Et après, plus tard, on va sans doute rajouter des images. Donc, tu vas voir que la partie galerie, ça prend aussi tout son sens. Tu peux aussi créer un affichage qui est un affichage plutôt pour voir les projets qui sont en cours, ceux qui sont terminés, etc. C'est un affichage de type Kanban. Un Kanban, c'est un tableau avec des colonnes où chaque colonne correspond à un état de quelque chose, d'une propriété. En général, c'est l'avancement, le statut. Donc là, on va choisir le statut. C'est-à-dire que chaque colonne correspondra à un statut particulier. Et là, tu vois, d'ailleurs, on peut les réordonner. Si par exemple, tu t'intéresses pas à archiver ou moins, bah, tu vas le mettre de côté. Tu peux même le réduire pour pas que ça te dérange dans ta visualisation. Et là, tu vois que tu peux donc du coup voir tes projets et les réordonner par colonne. Donc si celui-là il est construit, je bouge comme ça, donc ça devient construit. Et je vérifie dans ma grille, bah, effectivement il a bougé et maintenant il est en construit. Donc ça c'est aussi une autre possibilité que tu peux faire. Tu peux même utiliser le tableau Gantt. Donc là pour utiliser le tableau Gantt, on va quand même rajouter des informations, par exemple la date de démarrage. Ça va nous permettre de tester le champ date. Et voilà, il y a un certain nombre d'informations. Moi, je ne veux pas de temps associé à la date, c'est vraiment une date. Et on va dire date de fin, tout simplement. Voilà, date de fin. Donc pareil, c'est encore une date. Et on reste comme ça. Donc date de démarrage, on va dire qu'il a démarré en début d'année. Et date de fin, bah, pour l'instant, il en a peut-être pas, mais on va lui en prévoir une quand même. Mettons ça va être en octobre 2025. Donc là, rien que ça va nous permettre de créer un tableau Gantt. Donc on va créer Gantt. Alors Gantt, je pense que tu connais les tableaux Gantt parce que c'est assez populaire quand même dans le monde du bâtiment. Mais si tu connais pas, c'est pas non plus très compliqué. C'est juste une sorte de frise temporelle, donc de timeline en anglais. Et là, justement, il me demande des champs dates parce que pour un Gantt, il faut forcément des champs dates. Donc il a repéré automatiquement que la date de démarrage, c'est la date, c'est celle que j'ai appelée date de démarrage et la date de fin, date de fin. Donc voilà, il y a rien à faire. Et voilà, ça, je pense, c'est pas très important. Et du coup, là, tu vois que ça s'affiche avec le tableau Gantt. Après, c'est un petit peu gros par rapport à la durée de mon projet, donc je vais mettre dans une échelle temporelle un peu plus petite. Et là, tu vois que j'ai mon maison à la mer. Et je peux changer les dates également comme ça. Donc, bah, c'est une manière aussi de dire, ah, ok, j'ai un décalage de projet ici, je vais l'étendre. Ça, c'est le Gantt. Et j'ai que le projet qui a une date, parce que les projets qui n'ont pas de date, ben, forcément, ça a moins de sens. Mais je vais quand même lui donner une date de démarrage au deuxième projet. Ça me permettra de voir un petit peu comment il affiche quand il n'y a qu'une seule date et pas de date de fin. Il ne l'affiche pas, donc il faut forcément une date de fin. Voilà, c'est le critère. Là, on va mettre une date de fin. Hop, 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 hop. Voilà, et après on revient dans le Gantt. Et là, tu vois que tu as tes deux projets donc, que tu peux combiner. Donc, tu peux utiliser ça pour faire des phases, tu peux utiliser ça pour lister des projets, tu peux utiliser ça pour plein de choses. Et l'avantage, c'est qu'en fait, c'est la même base de données. Il n'y a pas eu de duplication de données. La donnée, c'est toujours la même, mais j'ai des affichages différents. Et ça, c'est vraiment, pour moi, extraordinaire. Alors après, on va aller un petit peu plus loin quand même, on va dire, dans les projets. J'aimerais bien lister les personnes qui ont travaillé sur ce projet. Alors pour ça, forcément, j'ai besoin d'une autre table pour stocker les personnes. Donc là, je vais dire, je démarre de début et je vais mettre intervenant. Alors, il va falloir que je sois un peu créatif dans les noms. Luc Bertrand, ok. Ça va être un ingénieur, on va dire. Alors là, c'est intéressant parce que ingénieur, tu te doutes bien que ingénieur, tu vas en avoir beaucoup et bah, ingénieur, c'est un type d'intervenant. Donc, tu n'as pas envie de marquer intervenant plusieurs fois, d'avoir des intervenants avec des S, sans S, etc. Non, tu as envie d'avoir quelque chose qui permette de regrouper le type d'intervenant. Alors pour ça, tu as plusieurs manières, mais pour ce cas-là, je te propose cette manière qui est ce qu'on appelle un champ de sélection. Un champ de sélection, en fait, c'est un petit peu comme une liste d'options autorisées. Et le gros avantage de fonctionner avec ça, c'est que tu risques pas d'avoir des erreurs d'orthographe, en fait. Donc, par exemple, là, si je mets architecte, ok, je peux mettre BIM manager, voilà, c'est les types d'intervenants. Donc, c'est une liste
qui se définit ici. Là, bon, le champ, il s'appelle select. On va plutôt mettre type d'intervenant. Et du coup, mon Luc Bertrand, du coup, ça devient un ingénieur. Tu vois, là, j'ai mis un S, c'est un peu bizarre parce que il y en a qu'un, donc je vais enlever les S. Donc ça, c'est aussi un autre avantage, c'est que bah, une fois qu'on l'a saisi, l'association entre Luc Bertrand et ingénieur, elle reste la même. Par contre, l'orthographe, on peut la changer à tout moment. Bon, j'ai pas besoin de node, j'ai pas besoin de personnes assignées, j'ai pas besoin de statut non plus. Voilà, donc là j'ai ma liste basique de personnes. Après, tu peux faire pas mal de choses. Tu peux dire que tu veux stocker les prénoms et les noms séparément et avoir une colonne qui liste les deux. Bah, donc ça c'est un tout petit peu plus dur, mais c'est pas non plus trop dur. Là tu mets nom et là tu vas mettre single text of line et là donc du coup on va mettre Luc et Bertrand. Et du coup, l'avantage de faire comme ça, c'est que tu peux combiner, si dans un mail, tu as besoin d'utiliser Monsieur Bertrand, t'es pas, en fait, tu pourrais être gêné par le Luc et voilà, de comment tu sépares le Luc de Bertrand. Ben, ça, c'est la technique à faire et du coup, tu as accès à des fonctions, donc un petit peu comme les formules dans, dans Excel, sauf que là, c'est avec un système de formules qui est plutôt bien fait. Alors, comment ça marche? Ça marche, donc soit tu sais comment la faire, soit tu la génères. Donc, coller. Mais en fait, là, je vais te guider un peu. En fait, quand tu veux coller des textes les uns à côté des autres, on appelle ça la concaténation. Donc là, tu vois, c'est concaténé. Après, bah, il te donne la syntaxe. Donc, tu vas coller le premier texte. Donc là, ça va être prénom. Parce que tu vas avoir une ta colonne prénom. Oui, voilà. Il liste les colonnes ici, donc prénom, et après, on va mettre le nom. Donc pour moi, c'est séparé par des virgules. Voilà, je vois le nom ici, et après, on valide. Après, il y en a une qui est séparée, qui est prise dans des crochets. On va quand même créer le champ. Voilà, Luc Bertrand, c'est pas mal. Il y a quand même un souci, c'est qu'il manque un espace au milieu. Donc on va recréer cet espace. Donc là, on a besoin d'un champ, par contre, qui serait fixe, qui ne correspondrait pas à une cellule. Donc vu que je comprends un petit peu la syntaxe, ok, je vois que c'est le contenu de cette colonne, plus un espace, plus la contenu de la colonne nom. Et voilà, on a notre Luc Bertrand. Mais après, le nom de la colonne n'est pas très bon, donc je vais mettre nom complet, par exemple. Bon, à différencier de celui-là qui est ici. Mais là, c'est un peu pour l'exercice, pour te montrer qu'on peut faire des formules. Donc, une fois qu'on a nos intervenants, on aimerait bien associer les intervenants à des projets, en fait. Donc, on va rajouter un peu des personnes. Marie, tu dors. Bon, pourquoi pas. Je ne sais pas si c'est très courant. Et on va mettre, par exemple, en architecte. Voilà. Après, on remplit pas les autres parce que là, ce qui va nous intéresser, c'est quand même le champ qui est ici. On va prendre John McDonald, donc un Américain, et peut-être une personne chinoise, Yu Chin. Alors, je sais pas si c'est valable, mais bon, c'est pour l'exercice. Lui, l'exercice, il est architecte et on va créer un BIM manager, par exemple. BIM manager, lui, on va le prendre en maître d'ouvrage. Donc là, on veut changer l'option. Si on veut rajouter l'option maître d'ouvrage, on prend l'option maître d'ouvrage. Voilà. Donc là, les options sont mises à jour. Quand je vais ici, je vois que j'ai mes options. Je peux même les réorienter. Je peux même changer leur couleur. Il y a quand même pas mal de possibilités. Et tu vois que c'est très souple. Et au final, bah, tu as une donnée qui est très propre. Il n'y a pas de duplication. On peut changer à tout moment toutes les choses. Alors là, je vais devoir créer une colonne pour associer mes intervenants avec les projets. Donc, je vais créer une colonne intervenant. Je vais lier avec l'autre table. Par contre, là, les contenus multiples, ça m'intéresse. Donc là, bah, pareil, je n'utilise pas ça pour l'instant. Et là, je cherche mes intervenants. Donc, mettons que dans ce projet, j'ai eu l'intervention de Luc, voilà, de Yutin. Et voilà, donc j'ai 3 intervenants. Alors, une chose à noter,
C'est que si tu vas dans intervenant, tu vois qu'il y a une colonne qui s'est créée, qui est en fait l'inverse de la colonne qu'on a créée dans projet. C'est-à-dire que si, par exemple, là, je modifie la participation de John à ce projet, ici, et je vais ici, ben, en fait, il va être disparu. Tu vas voir tu vois qu'il a disparu d'ici. Donc ça, c'est quand même super bien parce qu'en fait, du coup, c'est maintenu à jour en permanence. Après, tu peux me dire, oui, mais la saisie des données dans ce format tableau, c'est un peu ennuyant, surtout pour les textes longs. Et ben, en fait, tu as un autre format, tu as celui-là, qui te permet, en fait, par exemple, de dire cette maison près de la mer, etc., a été conçue pour amener le plus de lumière, etc., etc. Et donc, du coup, tu as une interface qui te permet vraiment de voir bien les choses. Et donc là, c'est sauvé. Hein. J'ai pas besoin de sauver plus que ça. Et si je me rends compte que là, Luc Bertrand, en fait, il y a une faute d'orthographe, je vais dans Luc Bertrand et j'ai la fiche de Luc Bertrand donc qui arrive par-dessus et que je peux modifier. Donc, par exemple, c'était Bertrand avec un T. Je ne sais pas si ça existe. Mais tu vois que j'ai un accès aux données qui est super souple. Je vais dans Intervenant et là, Luc Bertrand, il est changé. Donc, on peut le changer un petit peu de toutes les manières. Et il y a quelque chose qui est aussi très intéressant, c'est les formulaires. Alors les formulaires, mettons que tu veux faire participer les personnes de ton agence à cette base de données, mais que tu n'as pas envie de leur donner tous les droits parce que tu as peur qu'ils dérèglent un peu les choses, ils ne connaissent pas l'outil, c'est normal. Donc là, tu peux créer un formulaire. Donc un formulaire, c'est une manière de demander à des personnes de l'extérieur de saisir des informations. Donc là, tu vois qu'il m'a pris tous les champs intervenants, c'est-à-dire le nom, type d'intervenant. Donc je peux, dans le cadre de ce formulaire, je peux renommer le champ pour que ça soit plus compréhensible pour la personne. Et je peux mettre un logo, je peux mettre une image de couverture. Donc ça va permettre de customiser un peu l'expérience. Et à la fin, tu vas pouvoir le publier. Et donc, si tu publies ça, voilà, je permets à n'importe qui sur Internet d'accéder au formulaire. Donc, je vais accéder au formulaire de mon côté. Et là, tu vois que je vais mettre par exemple Julie Bure, je sais pas, une architecte. Donc ça, je remplis pas et je soumets. Donc c'est encore une autre manière de récupérer la donnée. Donc là, je suis dans ma base de données et tu vois qu'il y a Julie qui est apparue. Donc j'aurais pu très bien publier, demander à envoyer un mail à tout le monde dans la maîtrise d'ouvrage et dire bah, je constitue une liste des intervenants. Est-ce que vous pouvez saisir votre nom dans ce formulaire? Alors, on peut aussi même créer dire, bah, ok, oui, ils vont contribuer à la donnée, mais peut-être qu'il y aura des fautes d'orthographe, il faut quand même que je valide. Donc ça, si tu veux faire ça, bah, par exemple, tu peux mettre une validation. Tu peux dire, bah, validation. Donc ça va être un champ de type sélection. Et je vais mettre validé et par exemple soumis. Voilà, du coup, en fait, l'idée, ce serait que lui, il arrive comme ça, ou pas du tout rempli d'ailleurs, et ceux qui sont validés, en fait, du coup, ils ont ce champ-là rempli, validé. Oui, d'ailleurs, tu peux copier-coller aussi les valeurs, hein, comme dans Excel, bien sûr. Là, tu vois, j'ai toutes les colonnes qui sont copiées-collées. Et après, du coup, ben, si je veux voir que les personnes qui sont validées, ce qui est intéressant, c'est que tu peux créer une vue. Une vue tableau aussi, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une vue de type différent, mais par contre, avec des fils différents. Donc là, tu peux mettre valider. Et tu vas créer un filtre où tu vas mettre une condition. Il faut que validation soit à valider pour voir ceux qui sont validés uniquement. Et enfin, pour conclure un petit peu, imagine tu as une liste très grande avec plein d'intervenants de toutes les disciplines un petit peu. Tu as envie de les trier, de les regrouper par leur discipline, tous les architectes avec tous les architectes, etc. Donc ça, tu peux le faire avec la fonction grouper. Donc tu vas grouper par intervenant. Et là, magiquement, bah, tout va se grouper par intervenant. Tu peux aussi rajouter un tri. Si par exemple, tu veux les classer par ordre alphabétique du nom, et en même temps garder le groupement, bah, tu vas mettre name et de A à Z. Voilà. Donc tu vois, c'est très très souple. Et en quoi c'est utile pour conclure un petit peu et pour revenir à nos moutons de l'IA, de ChatGPT, etc. En quoi c'est utile d'avoir ça?
En fait, avec ça, on peut connecter avec ChatGPT, notamment en utilisant un outil, qui s'appelle Make. Donc mec, je t'en ai peut-être, parlé, dans différentes vidéos et j'ai une formation qui est dédiée à ça, donc la connexion, l'utilisation de Mec, de Airtable et de ChatGPT pour créer des automatisations. Donc la vidéo était déjà un peu longue, je n'ai pas eu le temps de te montrer tout ce qu'on peut faire avec Airtable. N'hésite pas à poser des questions en commentaire et je pourrais t'aider à, te dire si, telle chose ou telle autre est possible, il y a pas de souci. Mais évidemment, la deuxième partie, c'est comment on connecte ça à l'IA et j'ai une formation dédiée au sujet, donc je te laisse le lien en description. Je vais faire d'ailleurs une promotion, qui est liée à la sortie de cette vidéo, donc tu auras 1 semaine pour bénéficier de 30 de réduction sur cette formation, donc tu peux la rejoindre et tu auras, déjà beaucoup de détails dedans. Mais sur YouTube, je vais donc, faire une prochaine vidéo où j'irai plus dans le détail de comment on connecte cette base de données Airtable avec, ChatGPT en API. Bah, j'espère que cette vidéo t'a intéressé, que, tu as saisi un petit peu le potentiel de Airtable et que tu as pu, distinguer un petit peu ce qui différencie Airtable d'un outil comme Excel et pourquoi, c'est mieux, si on veut stocker l'information, de manière, pérenne, mais aussi la connecter à différentes sources de données. Si cette vidéo t'a plu, je t'encourage à mettre un pouce vers le haut à cette vidéo pour la rendre plus populaire auprès de YouTube et des autres architectes. Bah, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'IA et les outils pour être plus efficace en tant qu'architecte.